19h45, un plaisir de vous retrouver pour l'édition du soir. Voici le sommaire. C'est une solution de financement largement utilisée par les créateurs d'entreprises. Le prêt bancaire, une solution pour la réalisation de vos projets. Quelle est son importance pour le développement économique? On en parle dans un instant. Les oiseaux migrateurs sont de plus en plus menacés par les activités humaines et le changement climatique. Que faire pour leur sauvegarde? Un acteur de la protection de l'environnement nous édifie. Enfin, retour sur la célébration de la promotion de l'excellence en milieu scolaire. Avec la proclamation des résultats, la première fille au bac a été honorée. Un plaisir de vous savoir toujours fidèle au rendez-vous. Bienvenue à vous. Outre leurs fonds propres, les opérateurs économiques font souvent recours à ce que l'on appelle le crédit pour financer leurs entreprises. Et du fait de la forte demande, les banques ainsi que les institutions de microfinance s'adaptent au fur et à mesure en proposant des produits correspondant aux besoins de la population. Mais l'on s'interroge, est-ce que les prêts bancaires participent au développement économique d'un pays? Alexandra Djotan pour plus d'explications. Le crédit bancaire est au cœur du fonctionnement de l'économie. Le crédit est une avance de fonds octroyée par un organisme financier aux personnes physiques ou morales qui ont un projet ou des besoins à financer. Prêt scolaire, crédit à la consommation, à l'investissement, il y en existe de plusieurs sortes selon le besoin auquel il s'adapte. La mise en place du crédit fait intervenir en principal deux acteurs, à savoir la banque et le demandeur. Mais il a une répercussion directe sur le développement économique. On a parlé par exemple tout à l'heure de crédit d'investissement. Lorsque l'entreprise a un nouveau projet, elle achète des équipements, elle essaie de recruter, vous voyez, des employés, elle fait tourner son activité en général. Elle paie les impôts. Du coup, l'État a de quoi financer par exemple la construction de routes, des hôpitaux, des écoles, ainsi de suite. Les conditions à l'octroi varient d'un établissement financier à un autre, mais reposent sur des critères communs. Pour qu'un crédit bancaire soit accordé à une entreprise, premièrement, il faut étudier le besoin de l'entreprise, voir si en accordant ce crédit à l'entreprise, est-ce qu'elle est capable de rembourser. Karim Madido, jeune opérateur économique, fait partie de ceux qui ont vu leurs affaires prospérer grâce au crédit. Mon premier crédit, je l'avais fait en 2010, suite à un marché public. Il faut dire, bon, quand si on se met la pression sur soi, on arrive à rembourser les crédits. Une pression qui fait défaut chez plusieurs. En témoignent des cas d'échecs observés dans la société. Les gens prennent le crédit, tout de suite on va s'acheter une maison, on va s'acheter un lopin de terre, mais au bout du rouleau, c'est le gaffe. On tombe du gouffre, la banque vous poursuit, c'est des saisies par-ci, saisies par-là. En réponse à ces craintes, voici les erreurs à ne pas commettre. Allez demander un crédit. C'est parce que vous avez un objectif à atteindre. Vous voulez financer, vous voulez mettre l'argent dans une activité. Cette activité va produire donc des marges bénéficiaires. Et c'est ça qu'il faut payer les intérêts et toutes les charges qui sont liées au crédit. Non seulement ça, il y a des fonctionnements internes de l'entreprise. Mais si la banque fixe un taux d'intérêt assez élevé, qui va vraiment vous empêcher de répondre aux autres charges, ce n'est plus rentable. Il va falloir que les opérateurs économiques essayent donc de faire ce calcul interne. Ne pas aller prendre des crédits parce qu'on veut de l'argent à chaud. Et en ce qui concerne les aspects à améliorer par les établissements financiers, le taux d'intérêt. Il va falloir aussi que les banques accélèrent le processus. Des fois, les crédits viennent en retard. Et ceci détruit le projet. Et puis, il faut obliger la banque à faire le suivi pour la réussite effective du projet. De telle manière que si le projet échoue, qu'on arrive à chercher pourquoi ça a échoué et aussi imputer les responsabilités à chacun. Ce dernier point rejoint la régulation qui est attendue de l'État,
qu'ils soient plus regardants en ce qui concerne les conditions générales appliquées par les banques. On parle à présent de la promotion de l'excellence en milieu scolaire. Laurence Evania Egbaye. Ainsi se prénomme la première fille au bac de 2022. Elle a obtenu cet examen avec une moyenne de 18,22 et ses performances ont été saluées par 3 ministres du gouvernement. Précieuse telle l'or, Laurence Evania Egbaye, une identité à inscrire en lettres d'or au tableau des records du baccalauréat. Elle est la première des filles au bac 2022. 18,22 sur 20 est la moyenne qu'elle a obtenue. Le gouvernement se sent dévoué auprès d'une telle Amazone qui s'est bien guerroyée dans la zone des études. Un symbole pour les autres filles, assure la ministre chargée des Affaires sociales. Il y aura un geste symbolique, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est vraiment le symbole que vous représentez aujourd'hui. L'exemple que vous donnez aux autres filles également. Une référence en matière de notes obtenues, sur le ministre en charge de l'enseignement secondaire. Vous avez eu en anglais 19 sur 20, en français 16 sur 20, en histoire et géographie 19 sur 20, en mathématiques 18 sur 20, en philosophie 17 sur 20, en physique, chimie et technologie 20 sur 20. En sciences de la vie et de la terre, 20 sur 20. Total des épreuves écrites, vous avez une moyenne de 18,57 sur 20. En éducation physique et sportive, là vous avez eu 11, et ce qui vous donne au total 18,22. Une icône de la série scientifique C qui devra poursuivre ses études dans une école supérieure d'élite, rassure la ministre dirigeant l'enseignement supérieur. Ce n'est pas facile de pouvoir intégrer ces écoles d'élite. Pour ces gens de sommité, nous avons les bourses d'excellence. J'ai fait le bac C moi-même. Mais là, ma chère fille, non, bravo. Émue jusqu'au bord de l'évanouissement, Evania Laurence Egbaye murmure avoir travaillé en toute confiance, espérant s'inscrire en télécommunication pour, sans se servir de phare et en témoigne au visage, servir de phare et de projecteur aux autres filles. Et on change de registre à présent pour parler environnement. Avez-vous une idée de ce que c'est qu'un oiseau migrateur? C'est un oiseau qui voyage en fonction des saisons, d'une zone de reproduction vers une zone d'hivernage et aussi pour changer d'habitat et pouvoir ainsi s'alimenter. Mais lors de leur voyage, leur long voyage, ils sont souvent confrontés à plusieurs menaces. C'est ce que nous dit ici ce spécialiste des questions liées aux zones humides. Nous avons la guifette noire, le milan noir, et les hérons, poupées, cendrées. Il y a plusieurs sortes d'oiseaux qui migrent. Maintenant, il faut voir en fonction des écosystèmes. Est-ce que ce sont des oiseaux d'eau? Est-ce que ce sont des oiseaux qui affectent les zones forestières et autres? Donc il y a ça, mais ce que nous suivons surtout sont les oiseaux d'eau migrateurs, notamment dans le Kora, Afrique, Eurasie. Les menaces sont assez nombreuses. Il y a les actions dues à l'homme, puis être sur les zones où les oiseaux ont l'habitude de venir chercher à manger. Si vous prenez par exemple le cas du sud du lac Nokwe aujourd'hui, c'est une zone qui en temps n'était pas occupée par les hommes. Mais aujourd'hui, on a un développement démographique important qui fait que là, l'espace que les oiseaux affectionnent pour trouver à manger, cet espace-là est occupé par les hommes. Maintenant, si vous prenez le cas de la lagune côtière, aujourd'hui on est en train de couper la mangrove. Ça veut dire qu'on est en train de détruire les espaces où les oiseaux, quand ils finissent de manger dans les eaux, vont se reposer ou bien vont faire leur nid et autres. Et il y a donc cette pression démographique qui influence ces écosystèmes-là qui ne sont pas favorables aux oiseaux. D'où la nécessité de trouver des approches de solutions pour que ces écosystèmes-là soient maintenus pour faciliter la conservation de ces oiseaux d'eau-là et leur permettre d'accomplir leur cycle de manière optimale. Nous avons une diminution de près de 50%. Je peux vous donner par exemple le camp de lac Nokwe seul, où on avait fait le dénombrement il y a 20 ans en arrière, on tournait autour de 20 000 individus. Mais aujourd'hui, le dernier dénombrement que nous avons eu à faire en 2019, nous sommes revenus à moins de 10 000 individus de différentes espèces. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est de voir quels sont les types d'espèces qui ont baissé en effectif et pourquoi. Donc il y a toutes ces questions-là qui font qu'aujourd'hui, les spécialistes des oiseaux sont en train de suivre ces différents phénomènes-là pour voir à quoi est dû. Est-ce que c'est seulement la pression de l'homme sur l'écosystème ou bien est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui influencent
l'effectif des populations. Et toujours sur le plan de l'environnement, face à la hausse mondiale des prix de l'énergie, de jeunes entrepreneurs tunisiens essaient de s'adapter. Ils ont trouvé un plan B très écologique. Suivons ce que nous rapportent nos confrères de France 24. Dans sa ferme en périphérie de Tunis, Yacine, 34 ans et fondateur de la start-up BioHeat, ne cultive pas des oliviers pour faire de l'huile d'olive, comme beaucoup d'agriculteurs tunisiens. Il en récupère les déchets. Ce sont des déchets obtenus après l'extraction de l'huile. Ces déchets-là sont composés de la pulpe, les grignons, et ça représente presque les 40% de l'olive obtenue au niveau de l'huilerie. Avec ce mélange qu'il compresse dans une machine créée par ses soins, Yacine fabrique des bûchets de combustible. Aucun liant chimique et aucun additif. C'est 100% bio. Il doit ensuite les faire sécher au soleil pendant 30 jours pour réduire l'humidité, un long processus qui limite pour le moment sa capacité de production. Mais la demande pour ce substitut de bois est de plus en plus importante. À cause de la guerre en Ukraine et l'augmentation du coût du combustible, donc on a eu beaucoup de contacts. 1 kg de bûchette remplace 3 kg de bois et émet moins de CO2. Ce restaurateur a été séduit et fait partie de la quarantaine de clients que compte Yacine. C'est propre, c'est bio, ça donne un goût spécial à la pizza. Face à l'augmentation mondiale du coût de l'énergie, les créateurs de la start-up What Now sont allés directement à la source avec un compteur intelligent qui permet de réduire de 10 à 30% la consommation d'électricité dans les usines. L'idée, en l'occurrence ici, c'est vraiment de suivre précisément la consommation en temps réel des différents appareils électriques. Via une application qui reçoit les données des compteurs, il peut tout contrôler à distance, détecter une coupure de courant ou une surconsommation. Donc ici, c'est la consommation effectivement journalière en kilowattheure. Effectivement, c'est beaucoup plus motivant pour un client de leur dire on va vous aider à réduire vos coûts et ça va avoir un impact sur votre empreinte carbone. Réduire son empreinte carbone est primordial pour ces entrepreneurs. C'est l'un des objectifs de l'ONU de développement durable contre la dégradation de l'environnement. Et c'est tout pour ce 19h45 à retrouver sur le site de l'ORTB, à savoir le www.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention. À demain.